Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, Hamza Fassifiri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment coprésident du CDH. Alors avec vous, on va parler de En Marche qui arrive en Belgique. C'est ce qu'annonce en tout cas le magazine Le Vif dans son journal de cette semaine. Alors le mouvement d'Emmanuel Macron donnerait donc des ailes finalement à un projet qui n'est pas neuf, qui est en cours de réflexion depuis plusieurs années. Un tel parti, c'est quelque chose qui serait séduisant pour vous ? Mais d'abord, il faut se méfier des titres de presse. On sait qu'il faut, pour vendre du papier, des journaux, parfois on met des titres qui n'ont rien à voir avec le contenu. Donc je ne dirais pas qu'il est question d'un parti ou quelque chose de ce type-là, pas du tout. Par contre, il y a une réflexion, et ce qui se passe en France avec Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui donne de l'oxygène au débat politique, on le voit bien. On voit que les partis traditionnels en France, la gauche, le Parti socialiste et la droite sont écartés du débat présidentiel. Et on a un peu les mêmes tendances ici chez nous, pour une raison simple, c'est que les clivages sur lesquels repose le débat politique ne correspondent plus à la réalité. Je crois que c'est ça le message le plus important de ce qui se passe en France et ce qui fait l'objet de réflexions et de discussions en Belgique, c'est plutôt cet aspect-là des choses. Les clivages gauche-droite ne correspondent plus à la réalité. Aujourd'hui, pourtant, le CDH qui se veut parti centriste, quand on regarde les sondages, c'est pas terrible pour l'instant. Mais moi, les sondages, je m'en méfie, je fais confiance aux citoyens. Les résultats des dernières élections n'étaient pas... Ils étaient positifs. D'ailleurs, on nous donnait à 9%, on a fait 15% en région wallonne. On nous donnait aussi plus bas que ce qu'on a réellement fait à la région bruxelloise. Donc moi, je laisse les sondages de côté et j'attends de voir ce que diront les gens. Et d'ici là, on a le temps d'expliquer le projet. Ce que je voulais dire juste sur le clivage, parce que c'est important, quand on regarde un peu le débat politique, il y a les sujets de mondialisation. La mondialisation a apporté énormément de bonnes choses, mais aujourd'hui, elle fait peur, à juste titre. Les délocalisations, toute l'industrie qui part et qui détruit des emplois en Europe et en Belgique. Il y a le numérique, les nouvelles technologies en général, qui commencent aussi à poser des problèmes dans les secteurs des services. Donc pas l'industrie, mais les services, où il y a beaucoup de classes moyennes. Donc les classes populaires et les classes moyennes se sentent fragilisées aujourd'hui par la mondialisation et les technologies. Et donc il y a deux attitudes à avoir. Il y a ceux qui disent « stop ». Fini la mondialisation, on ferme les frontières, on ferme les portes, les fenêtres, on remet tout chez nous, et fini les progrès technologiques parce que ça détruit l'emploi. Nous, on n'est pas sur cette ligne-là. Il y a l'autre ligne, celle qu'on essaie de promouvoir, mais aussi d'organiser, qui est de dire qu'il faut trouver les solutions dans la mondialisation et dans les nouvelles technologies. Exemple concret, délocaliser aujourd'hui en Europe, c'est possible, parce que chaque fois qu'un pays baisse l'impôt des sociétés pour attirer des entreprises, eh bien, il y a le voisin qui va le baisser encore plus. Et donc l'autre va encore baisser encore plus. Ça fait des recettes en moins pour l'État, donc de la protection sociale en moins pour l'État, et ça crée une concurrence qui détruit les emplois. Nous, on dit, il faut régler ces questions-là à l'Europe, au niveau européen. C'est ça la mondialisation, c'est qu'il faut monter au niveau supranational, au niveau de l'Europe et de la gouvernance internationale pour régler des sujets comme cela. C'est là que se situe aujourd'hui le clivage. Et là, le CDH est clairement dans une optique de dire il faut régler ces sujets-là, il ne faut pas fermer les frontières, ça nous apporte du positif. Il faut plutôt régler les problèmes là où ils se posent. Et aujourd'hui, c'est à l'échelle internationale. Et au niveau belge, au niveau politique belge, est-ce qu'il y a de la place pour un nouveau parti, une autre façon de faire de la politique qui rassemblerait finalement des gens qui viendraient de différents partis, CDH, Défi, Écolo et autres? Alors vous avez raison que c'est une autre manière de faire de la politique qui est aussi un des enjeux sur la table aujourd'hui et qui fait aussi que les partis actuels sont un peu tous dépassés et je nous mets dedans mon propre parti également. Par contre, je ne crois pas que la réponse va venir de questions d'appareil. C'est pas tel parti va s'allier avec tel autre. Ça, c'est pas faire de la politique autrement. Je crois que faire de la politique autrement, ça passe par remettre le citoyen à toutes les étapes du débat démocratique. Aujourd'hui, pour faire très simple, on demande aux citoyens de voter, donc il choisit ce qu'il veut, et puis il sanctionne à la fin de la législature. Vous avez bien travaillé ou mal travaillé. Mais entre les deux, il n'est pas présent. Il n'est pas là quand il faut élaborer les mesures, il n'est pas là pour co-décider des mesures, et il n'est pas là pour élaborer des mesures. C'est la responsabilité des partis qui sont au pouvoir de les associer finalement. C'est bien plus que les partis au pouvoir, je pense, en tout cas, nous, on se pose la question. Les partis qui mettent les lois en place, oui, c'est à eux d'associer finalement les citoyens. Nous, on se pose cette question, et donc moi, personnellement, comme vice-président du CDH, je défends cela et on avance dans cette direction, et j'espère que les autres partis vont faire la même chose. On veut remettre le citoyen à chacune de ces étapes que je viens de vous dire. C'est ça la démocratie participative et c'est ça qui remettra de l'oxygène dans la démocratie. Il faut que le citoyen soit présent, pas uniquement au moment du choix et de la sanction, mais à toutes les étapes. Les panels citoyens, par exemple, au sein des parlements,
André-Antoine en Wallonie vient de lancer l'expérience. Moi, je souhaite, et je lance d'ailleurs, je profite d'être ici pour lancer un appel au Parlement bruxellois et à tous les partis et à son président. Il faut qu'on remette cette discussion autour de la table. Il faut que Bruxelles lance son expérience pilote sur les panels citoyens pour que le citoyen discute avec les élus sur les sujets de politique bruxelloise. Initiative dont vous avez déjà parlé sur ce plateau à plusieurs reprises. Oui. On va parler du pacte d'excellence. C'est une série une tournée qui est en cours avec une série de séances d'information. Il y en avait une à Bruxelles début de semaine. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez perçu cette inquiétude des professeurs qui sont quand même nombreux à venir à ces séances qu'on a vues à d'autres endroits? Alors le pacte d'excellence, ça c'est vraiment un sujet fondateur de ce que va être la Belgique demain. Parce que c'est dans l'enseignement qu'on fait tout. Est-ce que vous avez perçu cette inquiétude des professeurs? Et je dis ça pourquoi? Parce que quand on touche aussi fondamentalement au fonctionnement d'un secteur aussi important que l'enseignement, c'est normal qu'il y ait de l'inquiétude. Et donc il y en avait, oui, pour répondre directement à la question, il y en avait, j'ai entendu des profs qui posaient des questions et qui exprimaient une inquiétude sur l'un ou l'autre élément du pacte. Mais moi, je trouve ça normal et je trouve ça légitime. Parce que justement, on veut une réforme complète. Tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que notre enseignement n'est pas optimum. Il y a un vrai décalage entre ceux, peu nombreux finalement, qui réussissent très bien, et de plus en plus de gens qui décrochent. 25% des gens décrochent avant la fin de leur secondaire. Il y a des résultats qui sont catastrophiques. Un jeune sur deux à Bruxelles rate une année avant la fin de son parcours scolaire. Donc, il y a des chiffres qui sont alarmants, tout le monde le reconnaît. Mais pour répondre à cette situation et donner à nos jeunes tous les outils pour se débrouiller dans le XXIe siècle, il faut changer beaucoup de choses. C'est l'enjeu du pacte. Et moi, ce que j'aime bien dans le pacte, peut-être avant de parler peut-être de mesures, c'est la manière dont il a été rédigé. Ce sont les acteurs du pacte, les parents d'élèves, les représentants des enseignants et des pouvoirs organisateurs qui, ensemble, ont rédigé ce pacte. Ça veut dire que ce qu'il y a dedans, c'est le terrain. C'est lui qui a estimé que telle mesure était prioritaire, que celle-là valait la peine, que celle-là ne devait pas figurer. Et donc le gouvernement et le politique a simplement pris acte du travail du terrain et il a fait sien ce travail-là en disant « Ok, vous vous êtes mis d'accord, nous on va mettre les moyens budgétaires pour y arriver ». Et donc il faut l'opérationnaliser. Et donc une partie des craintes, quand on écoute l'opposition MR, elle vient justement de ce qui se passe maintenant au niveau politique. Je vous propose d'écouter Françoise Berthiaud. L'inquiétude grandit dans les milieux enseignants parce qu'on a présenté certaines grandes réformes du pacte sans pouvoir dire quand, avec quel argent, comment. Alors j'entends au Parlement dire qu'un certain nombre de mesures devraient sortir seulement en 2019. Ça veut dire quand? Ça veut dire quand on va changer de législature. Imaginez qu'ils nous votent des décrets qui devraient coûter, on parle en rythme de croisière, de plus de 200 millions en plus du budget actuel pour pouvoir être mis en œuvre à partir de 2019. Où est-ce que ce nouveau gouvernement va trouver l'argent? Voilà, alors quand, avec quel argent et comment? Est-ce que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles peut répondre à ça? Bien sûr. D'ailleurs, Mme Berthiaud était présente et j'y étais aussi au moment où le pacte a été présenté dans sa dernière mouture aux parlementaires, devant le gouvernement, où il y a eu un débat, y compris sur le volet budgétaire. Donc, bon, c'est le jeu peut-être de l'opposition, mais bien sûr qu'il y a des moyens qui sont déjà prévus et on ne peut pas réussir une réforme comme celle-là en 1 an ou en 2 ans. Il faut quand même être raisonnable. C'est une réforme qui va durer une dizaine d'années. C'est bien ce qu'il faut pour réformer l'enseignement en profondeur. Donc c'est normal, on ne peut pas dire, on ne peut pas mentir aux gens en disant on va faire une réforme de l'enseignement en 1 an. Ça ne peut pas marcher et on n'aura pas les moyens pour cela. Donc oui, il y a un phasage budgétaire. Mais ça commence déjà maintenant. Je vous donne un exemple concret. 1100 enseignants en maternelle dans les 3 ans qui viennent. Les budgets sont disponibles dès 2017. Il y aura déjà de nouveaux profs supplémentaires qui vont être recrutés à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la rentrée qui vient. Et puis il y en aura d'autres en 2018. C'est le gouvernement actuel. Et il y en aura encore d'autres en 2019. C'est le gouvernement actuel. 1100 enseignants, les budgets sont prévus et ils seront débloqués pour ces 1100 enseignants supplémentaires. Donc c'est faux de dire qu'on a un projet, on a une réforme sans moyens. Il y a des moyens, certains vont être débloqués maintenant, mais comme je vous l'ai dit, il faut bien 10 ans pour mettre cela en œuvre. Et on espère que les gouvernements qui viendront, quels qu'ils soient, continueront à suivre ce que le pacte a organisé, c'est-à-dire ce que les acteurs de terrain ont dit. Moi, je ne pourrais pas croire que demain, si le MR ou un autre parti aujourd'hui absent du gouvernement devait être aux manettes au gouvernement, je ne peux pas croire qu'il s'éloignera du pacte parce qu'il s'éloignerait alors du terrain. Je rappelle que ce sont les enseignants, les directions d'école, les parents d'élèves
qui ont finalisé les mesures de ce pacte. Alors, on part à la ville de Bruxelles. Rapidement sur le stade. Jeudi, la députation permanente flamande a supprimé le fameux sentier dont l'existence administrative, finalement, servait de base à plusieurs obstacles pour la création de ce stade. Ça veut dire que le ciel un petit peu se dégage au-dessus du stade. Ça, c'est une bonne nouvelle, non ? J'espère en tout cas que les choses vont bouger parce que là, le stade est embourbé dans des sables mouvants et en attendant, c'est le contribuable bruxellois qui paye. Moi, je mets le compte de tout ce mauvais feuilleton du stade sur les choix, les mauvais choix du PS et du MR de la ville de Bruxelles, de M. Mayer et de M. Courtois en particulier. M. Courtois qui est l'échevin des sports, oui, mais il est aussi en même temps président du comité d'organisation de la Coupe d'Europe de football en 2020. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il défend l'intérêt général en tant qu'échevin, mais il défend la Coupe d'Europe en tant que président de son comité d'organisation. Ça, c'est le point de départ qui explique pour moi tous les mauvais choix qui ont été faits sur le stade. Son objectif, c'était d'abord d'avoir la Coupe d'Europe en 2020, coûte que coûte, au sens premier du terme, coûte que coûte, peu importe qui paye. Je veux ma Coupe d'Europe à Bruxelles. En se mettant dans cette situation, dans cette position, il a mis la ville de Bruxelles en position de faiblesse face à tous ses interlocuteurs. Le promoteur immobilier se dit, ben voilà, j'ai quelqu'un qui est prêt à tout pour faire ce stade. Je vais le faire payer un petit peu. Mais il y a quand même on fait un bail amphithéotique. Un intérêt général à avoir cette nouvelle infrastructure. Oui, mais pas en la payant alors qu'on s'est engagé à ce que ce soit payé par le privé. Alors, il nous reste très peu de temps parce que maintenant, il faut parler quand même du piétonnier. On voit que Belliris nous prévient qu'il n'y aura pas de travaux tant qu'il y aura des recours. Il y a eu une commission de concertation cette semaine. Il y avait beaucoup de monde à cette commission de concertation et les commerçants ont prévu qu'ils vont redéposer des recours là-dessus. Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de passer à l'aménagement en tant que tel ? Donc j'étais présent à cette commission de concertation, en effet, c'était très intéressant. Il y avait des commerçants, mais il y avait aussi des habitants, et il fallait entendre les uns et les autres. De nouveau, moi je regrette que la ville de Bruxelles, sur un dossier aussi important que celui-là, essaye de passer à marche forcée, essaye de tordre le bras, véritablement, aux commerçants et aux habitants, en ne prenant pas en considération leurs légitimes remarques et demandes. Je vous donne quelques exemples. Juste une chose, ici, beaucoup de critiques portaient sur la mobilité. Or, la commission de concertation, c'était vraiment sur l'aménagement du piétonnier. Est-ce qu'on ne pourrait pas avancer sur cet espace public ? Et la mobilité, c'est un autre dossier pour que ça ne reste pas en l'état. Ça fait quand même 2 ans que c'est en l'état. Alors ça, c'est ce que dit la majorité actuelle à la ville de Bruxelles. Peut-être qu'administrativement, c'est vrai, mais quand même, admettez qu'on va aller réaménager les boulevards du centre, qu'on veut rendre piétonniers, et on dit aux gens, on va discuter de la couleur des pierres et de la taille des arbres et de l'essence des arbres qu'on va mettre, mais on ne va pas discuter d'essence de circulation, s'il vous plaît, ça c'est autre chose. À la limite, pourquoi pas ? Mais alors qu'on discute de la mobilité. Or, ça manque. Il n'y a jamais eu de discussion publique sur les choix de mobilité. C'est une escroquerie intellectuelle de la majorité actuelle. Ils essayent de noyer le poisson dans des questions administratives, alors qu'il y a un vrai besoin de débat public, il y a des vraies attentes de la part des habitants et des commerçants. Allez, on va fermer l'accès au boulevard Adolphe Max, dans la mouture actuelle. Mais que vont devenir les commerces du boulevard ? Ils vont tous fermer, il n'y aura plus d'accès du tout. Moins qu'aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Ils vont fermer l'accès aux accès des parkings publics. Mais ce n'est pas normal. Les terminus des bus au centre-ville. Est-ce que vous avez déjà vu une capitale ou une ville, quelle qu'elle soit, avec les terminus des bus en plein centre-ville ? J'ai jamais vu ça nulle part. Bien, pour vous, pour que le dossier avance, il est temps de reparler de la mobilité, de se concentrer sur cette problématique-là. Bien entendu, mobilité et études d'incidence pour voir l'impact de ces travaux-là sur l'ensemble du Pentagone et sur la petite ceinture de Bruxelles. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. On reparlera de la ville de Bruxelles et certainement du piétonnier demain dans Les Experts avec les invités qui seront Alain Courtois et Bianca Debatz. Beau week-end à tous.